Et si notre rapport à l'argent, à l'investissement, bref, à l'économie, était sur le point de changer? Aujourd'hui, on plonge dans les mécanismes vraiment fascinants de la finance alternative. On va découvrir ensemble une autre vision, bien au-delà des banques que l'on connaît. Alors, réfléchissons un instant. Une cagnotte pour un anniversaire, un paiement rapide sur son mobile, une campagne de financement participatif, on fait ça presque tous les jours, c'est devenu banal. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce que ces choses ont en commun? Eh bien, elles appartiennent toutes à ce qu'on appelle la finance alternative. C'est un univers immense qui va d'outils tout simples à des systèmes financiers complets et très structurés. Pour bien saisir la rupture que ça représente, on va explorer l'un de ces modèles les plus anciens et les plus solides. Allez, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est, au juste, cette finance qui se développe en dehors des sentiers battus? Bon, cette première définition, elle met le doigt sur un truc essentiel. Les réseaux. On parle ici d'une finance qui s'appuie sur des liens, qu'ils soient sociaux, numériques, loin des grandes institutions bien formelles. C'est une finance plus directe en somme, de personne à personne, ou d'une communauté à un projet. Et là, la définition du Programme des Nations Unies pour le développement, elle élargit encore le champ. La finance alternative, ce n'est pas juste une affaire de business, non. Elle sert aussi à financer des projets de développement, des projets sociaux, avec des outils qui sortent de l'ordinaire. Donc pour résumer, la finance alternative, c'est un peu tout ce qui propose une autre voie que le système bancaire classique. C'est une vraie redéfinition des règles du jeu. Et ça part en fait d'une critique assez profonde du système actuel. Mais au fond, pourquoi avoir besoin d'une alternative? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'on reproche à la finance conventionnelle et à notre vision même de ce qu'est la monnaie. Au cœur du problème, il y a vraiment deux façons de voir l'argent. Soit on le voit comme un simple outil d'échange, assez neutre, juste pour faciliter les transactions, soit on le voit comme une marchandise qu'on peut louer contre un prix, l'intérêt. Et c'est de cette deuxième vision, où l'argent génère de l'argent tout seul, que découlent pas mal de critiques. Ces critiques, elles visent principalement trois dérives. D'abord, l'intérêt, qui fait que le capital grossit juste avec le temps qui passe. Ensuite, la spéculation, qui peut complètement déconnecter la finance de l'économie réelle et créer des bulles. Et enfin, bien sûr, la corruption. C'est justement pour répondre à ces problèmes que des modèles alternatifs ont vu le jour. Alors justement, passons à l'un des systèmes de finance alternative les plus anciens et les plus structurés, la finance islamique. C'est un exemple parfait de système qui est bâti sur un cadre éthique complètement différent et qui cherche précisément à éviter ces dérives. Le principe de base est à la fois simple et très puissant. En finance islamique, l'économie et la morale, ce n'est pas deux choses séparées. Non, chaque transaction, chaque produit financier doit absolument respecter un ensemble de valeurs éthiques. Ce n'est pas une option, c'est vraiment le socle du système. Tout ça repose sur 4 grandes interdictions. Il y a le riba, c'est l'interdiction de l'intérêt pour que l'argent ne se multiplie pas tout seul. Il y a le garar, qui veut dire qu'on exige des contrats clairs, sans zone d'ombre. Puis le maïsir, qui bannit la spéculation pure, le gain par le hasard. Et enfin, bien sûr, on n'investit pas dans des secteurs considérés comme haram, c'est-à-dire illicites. Mais attention, il n'y a pas que des interdictions, loin de là. Il y a aussi 2 obligations fondamentales. La première, c'est le partage des profits et des pertes. En gros, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et la seconde, c'est que chaque opération financière doit être liée à un actif tangible, un bien réel, concret. Ça permet d'ancrer la finance dans l'économie réelle. D'accord, mais alors concrètement, comment ça marche au quotidien? Voyons un peu comment ces grands principes se traduisent en produits financiers que l'on peut utiliser. Prenons l'instrument le plus courant, la murabaha. Imaginons qu'on veuille acheter une voiture. Au lieu de nous prêter de l'argent, la banque participative, elle, va acheter elle-même la voiture. Puis, elle nous la revend, mais avec une marge bénéficiaire qu'on a fixée ensemble dès le départ. Et on rembourse en plusieurs fois. Le profit de la banque, du coup, c'est une marge commerciale, pas un intérêt. La différence, elle est là. Elle est fondamentale. Dans un prêt classique, le métier de la banque, c'est de louer de l'argent. Avec la murabaha, la banque devient un commerçant. Elle achète un bien, puis elle le revend. La nature même de la transaction et du risque, ça n'a plus rien à voir. Un autre concept clé, c'est la musharaka. Et ça, c'est un vrai partenariat. Ici, la banque et son client investissent ensemble dans un projet. Ils se mettent d'accord sur le partage des profits et s'il y a des pertes, eh bien, ils les partagent en fonction de ce que chacun a investi. C'est l'application directe du principe de partage des risques. On voit bien que c'est un changement total de perspective. On passe d'une logique de dette avec un créancier et un débiteur à une logique de partenariat. La banque n'est plus en face de son client, elle est à ses côtés, comme un partenaire d'affaires. Mais tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ce modèle, c'est une réalité économique qui est en pleine croissance dans de très nombreux pays. Prenons l'exemple du Maroc.
Le processus a été assez progressif. D'abord quelques produits autorisés en 2007, puis une loi pour bien encadrer le secteur en 2014, et enfin le lancement officiel de ces banques, qu'on appelle là-bas participatives, en 2017. Et le résultat? Fin 2020, on comptait déjà 154 agences de banques participatives au Maroc. 2 ans plus tôt, il n'y en avait que 100. Ça montre bien qu'il y a une croissance réelle et surtout une vraie demande pour ce type de service. Finalement, toute cette exploration nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si l'avenir de la finance, ce n'était pas la dette, mais le partenariat? Le risque partagé? Un lien beaucoup plus fort avec l'économie réelle. C'est une idée qui, c'est sûr, pourrait tout changer. Merci d'avoir suivi cette analyse. Ik اخويا مروان ik اخويا العزيز ik اخويا